Alors, au cours de ce chapitre, nous allons parler de climat et de météo, essayer de voir quelles sont les différences qui incombent à ces deux termes, pour essayer de comprendre comment on détermine les climats à l'échelle du globe et ce que revêt le terme de météo, notamment quels phénomènes atmosphériques sont en jeu. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la météorologie, donc la science qui va étudier le temps qu'il fait, les différents mouvements atmosphériques, phénomènes atmosphériques, mais à échelle locale et à court terme. Effectivement, lorsque l'on parle de météo, on s'intéresse à une zone précise, par exemple la France, mais ça peut aussi être une région de France, et on va déterminer le temps qu'il va y faire pour les quelques jours à venir. La météo, à court terme et de manière locale, est influencée à la fois par les mouvements d'eau et d'air à la surface de la Terre. A l'inverse, la climatologie va revêtir des termes plus généraux puisqu'elle va parler de phénomènes atmosphériques globaux, donc à plus large échelle, et à long terme. Un climat ne va pas varier en quelques jours, il peut varier sur quelques dizaines d'années, mais ce sera donc un phénomène qui se déroulera sur un temps plus long. Les climats à l'échelle du globe vont être influencés par le soleil, ses rayonnements, par le fait qu'il y ait des saisons, et puis également par l'épaisseur de l'atmosphère, et ça nous en reparlerons aussi quand nous évoquerons le chapitre du réchauffement climatique. Et donc nous pouvons voir ici sur l'image que les climats vont être variables selon la position géographique à l'échelle du globe. On va détailler comment et pourquoi. On va s'intéresser tout d'abord au fait qu'il existe des saisons, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toujours la même météo, les mêmes températures, la même pluviométrie à l'échelle du globe, et que donc nous pouvons avoir un phénomène, alors pas partout sur la Terre, mais à certains endroits, de mise en place de saisons, avec des saisons froides et des saisons chaudes, des saisons pluvieuses et des saisons arides. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on peut observer sur cette image, c'est que l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire l'axe par lequel elle va tourner sur elle-même, d'accord, n'est pas perpendiculaire aux rayons du Soleil. Les rayons du Soleil arrivent comme ceci, d'accord, de manière parallèle au bord de l'écran, tandis que l'axe de rotation, lui, va avoir un certain angle qu'on peut noter ici. Hop, hop, c'est cet angle-là. Ici, on a l'axe de rotation terrestre et ici, on a la projection des rayons du Soleil. D'accord? Donc, il existe un décalage entre ces deux axes. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer quand la Terre va tourner sur elle-même? Puisque justement, cet axe de rotation n'est pas parallèle aux rayons du Soleil. Eh bien, c'est ce que nous voyons sur ce graphique-ci. Lorsque la Terre va tourner sur elle-même autour de cet axe nord-sud, ici, puis tourner autour du Soleil, on peut noter que du coup, la projection de ces rayons ne va pas être identique sur toute la surface du globe. On voit par ici que le pôle Nord, quand la Terre a cette position-là autour du Soleil, va être plus éclairé, d'accord, va recevoir plus de rayons du Soleil que le pôle Sud qui va rester dans l'ombre. On va donc avoir un été au Nord, d'accord, et un hiver au Sud. A l'inverse, quand la Terre aura bien entamé sa rotation autour du Soleil et que nous aurons avancé au cours de l'année, nous pouvons retrouver ici plus d'ombre au nord et un ensoleillement plus fort au sud. Il y aura donc un été au sud de la Terre, sur le pôle sud, et un hiver au nord. C'est cet axe incliné, d'accord, qui nous permet d'obtenir des saisons à l'échelle du fonctionnement terrestre. Et puis, selon l'incidence des rayons du Soleil, puisque la Terre est une sphère et n'est donc pas plate, les rayons du Soleil ne vont pas arriver de manière égale partout à la surface du globe. Là où la Terre va être bombée en son centre, où les rayons vont arriver surtout de manière
perpendiculaire à sa surface, la zone va être chaude. Ok? C'est ce que nous voyons ici. Quand les rayons arrivent avec une plus faible incidence, là où la Terre commence à s'incurver, nous allons avoir une zone tempérée, ce qui est par exemple le cas de l'Europe. Et puis, là où la Terre est très incurvée, où les rayons arrivent du coup de manière plus oblique, hein, ici, mais ils vont frapper de manière oblique sur la surface de la Terre, nous allons être dans des zones froides, comme le pôle Nord et le pôle Sud. Ce qui nous permet de voir que selon la distribution des continents à l'échelle du globe, nous allons obtenir différentes zones climatiques. Une zone froide au pôle Nord et au pôle Sud, une zone tempérée qui va passer par le sud de l'Amérique du Sud et de l'Australie, une zone tempérée qui va traverser l'Amérique du Nord, l'Europe et puis une partie de l'Asie, et enfin une zone chaude autour de l'équateur avec une bonne partie de l'Amérique du Sud, une bonne partie de l'Afrique, l'Inde, toute cette partie-là de l'Asie et de la Chine, et puis le nord de l'Australie. Ce qu'on peut observer, c'est que la végétation va donc être différente dans ces endroits-là. En zone froide, on va pouvoir obtenir de la glace, de la toundra, de la taïga. Vous avez peut-être entendu parler du mot permafrost. Quand on va tomber dans les zones tempérées, on va retrouver des prairies tempérées et des forêts. Des forêts que vous connaissez chez nous. Quand on va migrer cette fois-ci vers une zone plus chaude, on va retrouver des forêts, des savanes tropicales et subtropicales, ici, avec une végétation beaucoup plus luxuriante. À certains endroits de cette zone chaude, à l'inverse de cette végétation luxuriante, on va pouvoir retrouver des steppes et des déserts, comme ici le Sahara, notamment quand la pluviométrie, c'est-à-dire le degré, la quantité de pluie reçue par les sols est faible. Et puis, il y a des zones montagnardes, comme dans l'Himalaya, on peut en retrouver un peu dans les Alpes, vers les Andes, où on va avoir une végétation dite de montagne. Ce qui nous donne une distribution des climats à l'échelle du globe. Et on va voir comment ensuite ces climats sont qualifiés en termes de quantité de pluie reçue et de température. Mais si on en fait le dessin à l'échelle de la planète, on va retrouver de manière classique ces climats-là. Donc les climats arides ou désertiques qu'on va retrouver dans les zones jaunes ici, donc les zones de désert. On va retrouver le long de l'équateur qui est dessiné ici, un climat équatorial, que nous voyons ici. Nous définirons en cours ces caractéristiques, mais nous voyons que ce sont des climats chauds. Certains vont être secs, d'autres avec une plus forte pluviométrie, nous en discuterons. Autour de ce climat équatorial vers les tropiques, un peu plus ici et ici, nous allons retrouver des climats tropicaux, en vert plus clair. Et puis, on fait parfois la différence avec un climat subtropical. Il y a de petites différences. Nous regrouperons climat tropical et subtropical. Ça, ce sont pour les climats chauds, donc situés, grosso modo, entre les deux tropiques. Nous allons ensuite voir qu'il existe des climats tempérés, comme ceux que nous vivons en Europe, avec un climat sous influence de l'océan, donc le climat océanique, que l'on retrouve ici. Le climat continental, qu'on va retrouver plus au nord et plus à l'intérieur des terres. Un climat méditerranéen ensuite, qui va être vraiment circonstancié au pourtour de la mer Méditerranée. Le climat montagnard, comme on a déjà vu sur les grandes chaînes de montagnes, donc Himalaya, Alpes, Cordillère des Andes, et puis un climat polaire qu'on va retrouver notamment sur les pôles et au pôle Nord. Donc nous aurons l'occasion de discuter quelles sont les caractéristiques précises de ces climats, mais les climats vont toujours être définis sur la base de deux variables très importantes. Tout d'abord la pluviométrie ou les précipitations, c'est-à-dire la quantité de pluie que vont recevoir les sols, donc mesurée ici en millimètres, par unité de sol, et on voit représenter cette quantité sous forme de graphique bâton que nous voyons ici. Et puis il y a un autre paramètre auquel nous allons nous intéresser, c'est la température moyenne, d'accord, en degrés Celsius,
qui est représenté là par la courbe rouge, indiquée ici. Donc ce graphique est tiré d'une station d'observation en Belgique et nous permet de mettre en évidence que la pluviométrie et la température sont bien les deux paramètres qui vont définir le climat. Donc on va voir que selon les différents types de climat, tropical, équatorial, désertique, et ben ce sont ces facteurs-là qui vont varier. Par exemple, la pluviométrie peut être très basse, les températures très hautes, et ou alors il peut y avoir une pluviométrie plutôt régulière, comme ici, vous voyez, globalement les bâtons sont à peu près tous de la même hauteur. On peut avoir au contraire des climats très contrastés, avec des zones de saison des pluies, donc des bâtons très hauts, une très forte pluviométrie, et à l'inverse, des moments où la pluviométrie va être très faible, donc avec des graphiques bâtons très bas. De la même façon, nous en reparlerons. Ici, on peut noter donc que la pluviométrie est plutôt régulière, même si on a des mois où elle est un petit peu plus élevée. Et ce qu'on peut voir par contre de manière très nette, c'est qu'on a un changement de température au cours des saisons, puisqu'on a des températures faibles en hiver, janvier, février, mars, qui augmentent au mois d'avril, mai, qui forment un plateau en juillet, août, et puis qui vont à nouveau chuter en septembre, au moment de l'automne, pour redevenir très basse en décembre. Donc nous détaillerons quelles sont les caractéristiques des précipitations et des températures selon les différents types de climat. Nous allons nous intéresser à un paramètre important qui va réguler le temps qu'il va faire, c'est la pression atmosphérique. Donc vous savez qu'autour de la Terre, il y a présence d'une couche de gaz, l'atmosphère, qui est divisée en différentes strates. Donc ici, on vous a indiqué la troposphère et la stratosphère. Et en fait, au fur et à mesure que l'on s'élève depuis le sol jusqu'à une certaine hauteur dans l'atmosphère, vous voyez, ici on vous met l'altitude, depuis le niveau de la mer jusqu'à une altitude haute dans la stratosphère, il va y avoir des différences de pression atmosphérique. Qu'est-ce que c'est que la pression atmosphérique ? C'est la force qui va s'exercer de par la masse de gaz qu'est l'atmosphère sur un objet donné. D'accord ? Et on peut noter que la pression atmosphérique en fait diminue avec l'altitude. Au niveau de la mer, elle se situe environ à 1013 hectopascales. HPA veut dire hectopascal. Et puis au fur et à mesure de l'élévation dans l'atmosphère, on voit que cette pression diminue. D'où le changement de pression atmosphérique dans nos oreilles quand on prend l'avion et cette sensation de gêne. Cette pression atmosphérique, elle va être mesurée avec un baromètre. C'est l'outil qui est utilisé pour déterminer quelle est la pression. Et c'est un élément qui va être important en météorologie puisque ça va nous donner un indice sur est-ce qu'il risque de pleuvoir ou pas, parce qu'est-ce qu'on est en situation de dépression ou d'anticyclone. J'y reviens juste ici. Donc en moyenne, on va trouver une pression atmosphérique au niveau de la mer de 1013-1015 hectopascales. Et donc dans l'atmosphère, quand on s'intéresse au positionnement de courbes d'atmosphère, on va appeler ça des isocourbes, c'est-à-dire que ce sont des endroits où tout le long de cette courbe, la pression atmosphérique va être la même. Par exemple ici, 1025 hectopascales tout le long de cette courbe. Donc ça, on peut le déterminer grâce à des outils de météorologie, les satellites qui nous renvoient tout un tas d'informations. Quand on va être dans une zone dite de haute pression, c'est-à-dire au-dessus de 1015 hectopascales, comme ici, nous allons dire que nous sommes en situation anticyclonique, d'accord ? C'est un endroit où le temps est plutôt stable, où il n'y a pas de nuages. Donc, le cœur de l'anticyclone est ici, vous voyez, avec une courbe à 1030 hectopascales, et une à 1025.
Et puis, quand nous tombons dans des zones de plus basse pression, nous allons entrer dans des zones de dépression, comme ici, on voit noter un petit D, ici aussi. C'est-à-dire que dans ces zones-là, la pression va être plus basse, en dessous de 1015 hectopascales, comme ici 1010, et puis on voit qu'au cœur de cet endroit dépressionnaire, on atteint 960 hectopascales. Alors, il faut savoir que ça, ce sont des courbes qui varient au cours du temps, d'accord? Et c'est ce qui va nous donner des phénomènes météorologiques. Donc, quand on s'intéresse à une image satellite, si on regarde quelles sont les quantités de nuages accumulés dans le ciel en fonction des différentes zones de pression, eh ben, on va pouvoir les déterminer, puisque les zones de dépression vont être nuageuses et vont correspondre aux zones de basse pression. Donc, si on devait en entourer une ici, par exemple, on viendrait chercher, hop, cette zone-là, ok? Ou cette zone-ci. D'accord? Ça, ce seront des zones dépressionnaires. A l'inverse, les zones d'anticyclone sans nuages correspondent donc aux zones de haute pression et on va les retrouver et ben là où on n'a pas de couverture nuageuse à l'image satellite, par exemple ici quasiment sur toute la France, sur cette partie de l'Angleterre, sur le nord de l'Italie, etc., etc. C'est important parce que entre ces zones anticycloniques et dépressionnaires, les vents vont circuler, d'accord? Les vents vont circuler des zones de haute pression vers les zones de basse pression, dans cette direction-là. C'est ce qu'on peut observer quand on s'intéresse aux phénomènes météorologiques. Donc les vents se créent et circulent depuis les zones de haute pression vers les zones de basse pression. C'est ce qu'on peut observer de manière un peu plus précise sur ce petit schéma-là. Vous voyez ici le cœur de l'anticyclone A, ici le cœur de la dépression D, et puis les vents vont venir depuis les zones ici de haute pression vers les zones de basse pression, donc depuis le cœur de l'anticyclone vers l'extérieur quand on est dans le cas d'un anticyclone. Et pour une dépression, on voit bien que les vents du coup vont circuler depuis le pourtour, depuis les zones de plus haute pression vers le centre de la dépression, c'est-à-dire vers les zones de plus basse pression. Et entre un anticyclone et une dépression, eh ben, les vents vont venir depuis l'anticyclone circuler vers les zones dépressionnaires. D'accord ? C'est ce que l'on peut observer ici. Et si on devait tracer une flèche qui schématise le mouvement des vents de manière grossière, eh ben, on aurait des vents qui prendraient racine vers les zones de haute pression, vers l'anticyclone, et qui, du coup, se dirigeraient vers les zones de plus basse pression, les dépressions. C'est pour ça que parfois, quand on écoute la météo, on entend qu'un anticyclone vient chasser les nuages, puisque du coup, quand un anticyclone avec des zones de haute pression arrive, il va y avoir des courants d'air qui vont se créer depuis cet anticyclone vers les zones dépressionnaires. Les zones dépressionnaires qui, elles, sont nuageuses. Donc imaginons qu'ici nous avions un ensemble de nuages dessinés. Ce courant d'air viendrait petit à petit les chasser. Voilà, nous en avons terminé pour ce chapitre, cette introduction sur la différence entre la météo et le climat, et nous allons approfondir toutes ces connaissances en cours.